Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Grand Art. On vous avait promis une année 2015 avec beaucoup de surprises, avec un grand plateau. Nous y sommes, Grand Art est enfin là, avec moi-même, Rose Sen, mes deux chroniqueurs, Oumi Regina Sambou et Aboubakar Demba Sissoko. Voilà, donc on va inviter de grands personnages du milieu artistique, que ce soit les cinéastes, les chanteurs, les photographes ou encore des slameurs qui sont aujourd'hui nos invités. Je veux parler de Salengari et de Zenix. Bonsoir Salengari, bonsoir Zenix. Bonsoir Rose. Bienvenue dans notre émission, bienvenue dans Grand Art. Alors moi j'ai juste une question. D'où vient le slam? Bon, le slam a été importé. Il est pas d'ici, donc le slam c'est un art comme les autres, mais ça vient de la poésie. C'est né aux États-Unis vers les années 1970, fin 70, début 80, dans un bar qui s'appelait le Green Mills, par un ouvrier maçon du nom de Mark Smith. Donc Mark Smith, c'était un ouvrier maçon qui souvent fréquentait un bar. Donc, puisque dans ces bars-là, il lisait des poèmes en live, après on faisait le truc du un poème dit égale un vers offert. Donc c'était comme ça que ça avait commencé. Il avait trouvé que c'était un peu trop monotone, c'était trop low, tu vois, c'était trop slow. Donc il s'est dit pourquoi pas créer un autre truc pour mieux booster la poésie et tout ça. Donc c'est de là qu'est né le slam, qui signifie tout simplement claquer une porte. C'est un mot anglais qui signifie to slam a door, ça veut dire claquer une porte. Et en slamant, on claque les mots. Donne des claques avec les mots. Donc ça c'est la version internationale. Mais pour ce qui est du Sénégal, on a connu le slam grâce à Matador, notre mentor, qui après être parti en Belgique, etc., est revenu et nous a apporté ça. Donc il a sorti son album Khipul Khol, et à partir des sons comme Khipul Khol et Sorno Boy, le slam a commencé à connaître une expansion autour du Sénégal, et c'est à partir de là qu'est né notre club de slam, le Carrefour Poétique. D'accord. Yeah. Donc le Carrefour Poétique, vous jouez souvent dans des lieux publics et tout. Parlez-nous un peu de ça, du Carrefour Poétique plutôt. Ok, le Carrefour Poétique, c'est un collectif de slam, un club qui regroupe plus de 40 slameurs. Il y a des maçons dedans, des menuisiers, des élèves, des artistes, voilà, des rappeurs, etc. Il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de différence ethnique ou bien religieuse, etc. Donc on est tous réunis par une même chose qui est le slam. D'accord. Yeah. Alors je laisse la parole à Oumi Regina qui a certainement une question à vous poser par rapport à ce phénomène de slam qui est quand même très répandu maintenant au Sénégal. Oui, Rose, bonsoir à toi et bonsoir aux spectateurs. Alors, comme vous l'avez dit, c'est Matador qui vous a fait connaître le slam. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir slameur? La question s'adresse à... Donc, il y a une chose qui nous a toujours animés, c'était l'amour des mots. Depuis le bas âge, on aimait griffonner des vers, etc., écrire des poèmes. Et à la base, même avant même d'être slameur, on était des rappeurs. On est jusqu'à présent des rappeurs par Zenith. Elle chante, elle rappe, elle fait du graffiti, etc. Donc c'est l'amour des mots qui nous a poussé à faire du slam. Parce qu'avec le slam, on peut s'exprimer juste avec les mots. Donc créer une musique, un rythme avec juste les mots. Et voilà quoi. Bon, pour ma part, j'ai été plutôt boostée par notre manager Omar Ben Khattab Keita, que je salue au passage, parce que bon, au début, j'écrivais, j'avais un cahier, j'écrivais des poèmes et tout ça, donc plutôt sombre quoi, genre obscur, assez long, mais je respectais plus les règles de la versification. Donc un jour, il a ouvert le cahier, il m'a dit, waouh, toi tu fais du slam. Je lui ai dit, mais c'est quoi le slam? Après, il m'a expliqué, c'est à partir de là qu'il m'a dit, ok, commence à écrire. Il m'a donné un thème, c'était j'ai fait un cauchemar. Donc c'était le premier texte de slam que j'avais écrit et que j'ai slamé. Donc ce qui m'a le plus poussé à continuer, c'était le fait de pouvoir m'exprimer. En fait, c'était le pouvoir que les mots avaient sur les gens qui nous écoutent. En fait, c'était beaucoup plus pour ça que j'évoluais dans le slam en fait. Avant donc que vous nous gratifiez de ce moment-là, nous allons d'abord donner la parole à Aboubakar Demba Sissoko. Hein? Oui, bonsoir. Alors,
comme le rap, le slam est né aux États-Unis, alors le rap venu en Afrique, venu au Sénégal, il a été, comme qui dirait, tropicalisé. Qu'est-ce que vous avez apporté au slam qui est vraiment local? La langue, les mots, qu'est-ce que vous avez apporté au slam, à votre slam? Ok. Voilà, donc par rapport à la langue, voilà, il y a des slammers qui slament en Wolof. Il y en a d'autres qui slament en Polar, en Sérère, etc. dans notre club. Mais nous slamons en français et en Wolof aussi, pour atteindre une plus grande masse aussi, parce que nous véhiculons des messages par rapport à ce que nous apportons. Nous slamons ce que l'on vit, ce que l'on voit, que nos voisins vivent, etc. Les réalités du Sénégal. Dans nos slams, vous ne verrez que du vécu. Oui, en fait, c'est une bonne question parce que nous sommes dans un pays à forte réalité culturelle. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas venir en tant que acteurs culturels, en tant que des personnes qui doivent véhiculer des messages. Nous ne pouvons pas venir, par exemple, à la télé, tenir des bouteilles de champagne et se mettre en bikini pour slammer. Tu vois, ou bien même que ce soit dans un cadre plus général pour le rap ou autre chose. Donc ce que l'on apporte, c'est ce que l'on vit, ce que l'on est. Tu vois, du point de vue culturel, religieux, chacun dans sa religion, du point de vue culturel, il y a des gens qui slament uniquement en poulard et ils slament ce qu'ils vivent. Tu vois, ce qu'ils vivent, ce qu'ils voient, ce qu'ils savent. Tu vois, c'est un moyen vraiment. Ils ne font pas que ça non plus. Ils ne sont pas qu'en boîte avec les bikinis. Non, c'est un exemple. C'est pour expliquer. C'est pour expliquer. Parce qu'ils vont se sentir offensés du coup. Hein? Non, mais nous-mêmes, nous sommes des rappeurs. Avant de commencer, nous aussi, nous sommes des rappeurs. Nous sommes des acteurs du mouvement hip-hop. Donc, c'est pas pour clasher, mais c'est aussi un peu pour expliquer ce que nous apportons par rapport à ce qu'il a posé comme question tout à l'heure. Tu vois. Il y a aussi notre touche africaine que l'on apporte dans ça. Parce que les slammers américains, même s'ils ne font pas sans son, sans musique, etc. Voilà, nous faisons du slam des fois avec de la musique en support. Mais on utilise aussi des instruments traditionnels pour que vous sentiez, que l'on puisse sentir l'africanité, notre touche traditionnelle. La kora, le balafon, tu vois, il y a tout ça qu'on apporte aussi, voilà. Alors, juste avant qu'on reçoive notre prochain invité, je vais laisser Salengari et Zenix nous faire un petit duo, comme ils le savent bien, comme ils savent bien le faire. Quand je parle d'art, je parle de beauté. Beauté sculptée au bois d'ébène avec des formes de reines, telles cette gazelle bougeant, se déhanchant en marchant, pivotant sur elle-même sur scène, tenant avec elle les reines de la danse. Quand je parle d'art, je parle de beauté. Beauté par définition avérée, authentifiée. Pas de place pour la laideur, que de joie, ma foi stupéfaite, je deviens face à une beauté de fée. Qu'est-ce qu'il voit lorsqu'il contemple un tableau? Bien sûr qu'il ne voit que du beau. La beauté invisible, des fois par vision oculaire. Invisible pour ceux qui ne sont pas dans ce monde similaire à un monde inintelligible, d'ineffable, de quand même pensent qu'on est des fous qui croient à des fables. Au diable. Leurs idées et préjugés ironiques, erronés, à leur vision arrêtée à pas plus loin que le bout de leur nez. Je suis ivre. Soul et je vibre. À chaque fois que j'écoute un son de Matador, qui m'injecte en perfusion une bonne dose de hardcore, reflétant ses réalités et celles de ses de Kondo, commando du verbe, flower, griffonné, master unique du genre certifié, originalité et créativité contemporaine, contemplons reine, écriture avec sa belle forme qui forme avec le fond une arme uniforme, redoutable, capable de destituer toute puissance incontournable. Slam. On vous remercie. Merci beaucoup Salengari, merci beaucoup Zenix. Et puis on espère vous revoir sur d'autres plateaux de Grand Art. Et quant à nous, je vous dis à tout de suite avec un cinéaste. Slam! Dama bëgg dégg public bi di wax slam. Slam! Xam sa valeur. La faim est présente, pressante et persistante dans les rues. Retournons aux sources et revenons en arrière, quelques années derrière. Clique-toi, copier sur ce que faisaient nos pères et mères. Cliquez, coller sur ce vide que constitue nos têtes qui s'entestent sur le futile. Utiles seraient nos gestes s'ils étaient accompagnés d'un minimum d'efforts de civilisation. Épluchure de bananes, sachet d'eau, tasse à jeter. Les rues sont débordées. Guiriala, arrêtez de jeter les ordures dans les rues.
nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau de grand art Monsieur Nicolas Sawala Cissé, qu'on ne présente plus aujourd'hui. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également Abdoulaye Armid Khan qui s'occupe des malades mentaux à l'hôpital Fann. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir madame. Alors nous allons d'abord parler avec Nicolas qui est architecte à la base. En quelques mots, parlez-nous de Nicolas Cissé pour ceux qui ne vous connaissent pas. Né il y a bien longtemps dans un salon natal. Ensuite quelques années à Thiès, à l'école Daniel Brottier. Puis ensuite ça a été le lycée Vanvo à partir de 64. Ensuite ça a été la merveilleuse aventure de l'école d'architecture que j'ai créée grâce à Léopold Sédar Senghor. Faisant partie du premier avec un autre qui s'appelait Malik Faye, après avoir été orienté. Et après ça, ma foi, beaucoup de choses, entre autres le design, les années 80, puisque ça n'existait pas, où j'avais toutes les nationalités africaines avec moi, les premières expositions en Europe. Ensuite, naturellement, mon architecture, naturellement, parce que c'est un métier fascinant. Il faut du temps pour le comprendre, j'ai mis 30 ans. Et au bout de 30 ans, ma foi, j'ai voulu m'aventurer un peu dans le cinéma. Justement, on va parler de ça, parce que moi j'ai connu le Nicolas architecte, et il y a un an, on a assisté à la grande première de Mebus, Oui. d'accord, où vous avez parlé de l'environnement, et comment s'est passé ce décalage, en fait, ce rebondissement entre de l'architecture au cinéaste? Alors, quand on regarde les architectes contemporains, ceux qui ont fait le XXe siècle, très peu d'entre eux sont restés uniquement architectes. Le Corbusier était designer. Miss Van der Rohe, vous avez ces tables et ces chaises dans le musée d'art moderne de Saint-Étienne. Musée d'ailleurs qui a acheté une des œuvres. Et vous avez Louis Kahn a été designer et architecte. Pas mal d'architectes dans le monde sont cinéastes. D'autres sont romanciers, d'autres sont en théâtre. Là, lorsque l'homme a voulu créer en art, il a commencé à bâtir. Et en bâtissant, il s'est aperçu que sur ces grands murs, les pyramides par exemple, on pouvait y écrire et dessiner. Ensuite, il a commencé à dessiner. Et l'avant-dernier des arts, c'est le cinéma, c'est le 7e. Alors, 30 ans d'architecture dans le premier m'a permis peut-être d'avoir envie de m'aventurer ailleurs. Et j'ai choisi le cinéma parce que quand on demande à un architecte quelle est la discipline sur laquelle il voudrait patiner, il vous répond le cinéma. C'est parce que c'est fascinant d'abord, c'est très difficile. Très, très difficile. Je pensais moi avec l'architecture qu'il n'y avait rien de plus difficile que l'architecture. Je me suis trompé quand je suis rentré dans le cinéma. La complexité du cinéma, c'est autre chose. Vraiment. Ça vous a pris beaucoup de temps? Un film vous prend du sang, de la sueur et de la vie. Nous allons donc regarder la bande-annonce de Mebus. Lorsque le miel n'appartiendra plus à l'abeille, l'abeille n'appartiendra plus au pollen, et le pollen n'appartiendra plus à la fleur. Lorsque l'hirondelle aura le bec tout trempé dans le détritus qui tue l'humanité. Lorsque les plastiques blancs remplaceront les ailes des mouettes. Est-ce une histoire du monde? Et les plastiques noirs, ceux des éperviers. Alors, il est indispensable de nous réinventer. Malaka amul bu góor amul bu jigéen. Humain! Humain! Alors donc c'était la bande-annonce de Mebus, le terreau de l'espoir.
Nous allons laisser la parole à Aboubacar Sissoko. Alors moi, j'avais deux questions sur l'architecture, mais sur le film, j'ai une question sur le cinéma. J'ai vu votre premier film, Mblissi, avec Marie-Madeleine Diallo et Joe Wakam. Ça me donne c'est à peu près la même esthétique, ce genre de tourbillon. On est dans un tourbillon, dans un film, on tourne, on ne se retrouve pas, quelqu'un qui est comme dans un cauchemar. Pourquoi cette esthétique-là, ce style dans votre cinéma? La question est pertinente, je vous remercie. D'abord, je dois dire une chose, je suis très heureux d'être parmi cette belle grappe. Moi, ces vieux os que je suis, cette belle grappe qui est la jeunesse sénégalaise. Je suis un vieux raisin. Donc, juste pour répondre, vraiment, j'étais heureux d'être pas avec les rappeurs, les slammeurs tout à l'heure. Il y a une notion, jeunes gens, que vous ne devez pas oublier et qui est essentielle à notre civilisation sénégalaise. Je ne parle pas de la civilisation africaine, je parle de la civilisation sénégalaise. C'est cette notion qu'a rappelé Léopold Sédar Senghor qui s'appelle le parallélisme asymétrique. On se rend compte dans l'univers qu'il n'y a absolument rien de symétrique. Quand vous allez dans la physique astrale, quand vous regardez tous les rapports, tous les segments, toutes les créativités, l'illusion se fait dans l'asymétrie. Et ce qui est intéressant justement dans le slam, c'est ce côté asymétrique. Deux choses se regardent face à face, mais en se regardant, elles sont différentes. Elles voyagent parallèlement dans l'espace, mais elles sont totalement différentes. C'est cette asymétrie qui crée la diversité. Et c'est la raison pour laquelle, dans la géométrie, parce que je parle de géométrie, très important, dans la géométrie avec laquelle je travaille, que ce soit en architecture, ou dans le cinéma, ou dans le design, l'asymétrie est toujours présente. Et dans le cinéma, il y a ce côté un peu surréaliste. Les images doivent se suivre, ne pas se ressembler, n'est-ce pas? Et toujours faire appel à un imaginaire afin que le spectateur soit tenu, n'est-ce pas? Et afin ensuite que le message soit promu. C'est très important. Sur l'architecture, comment expliquez-vous le fait que l'architecture n'est plus vue dans l'opinion comme un art? On a oublié que c'est un art, sauf pour les architectes et ceux qui s'y intéressent. Il y va de la paresse de tout un peuple. C'est notre peuple. Et ce peuple que nous sommes, c'est un peuple de vieille civilisation. Nous sommes une vieille civilisation. Et tous les arts doivent être pris en compte. Mais seulement, le problème réel qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un oubli total qui se fiance avec de l'ignorance. Et cette ignorance, c'est celle qui est en train de nous détruire. Nous encore, on est de l'autre côté, mais je veux dire par là que par rapport à cette jeunesse qui doit être riche en soi, qui doit être un magma de puissance intellectuelle, cette jeunesse est de plus en plus en retrait parce qu'elle est isolée, totalement isolée du savoir. Vous savez très bien que dans notre pays, il n'y a que la politique qui soit digne d'intérêt. Quand on est musicien, on ne vous estime pas. Quand on fait de la poésie, on ne vous estime pas. Quand vous faites des lacets, on ne vous estime pas. Quand vous faites de la joaillerie, on ne vous estime pas. Parfaitement. Parfaitement. Quand vous aimez les autres, on ne vous estime pas. Mais quand vous avez l'intention de prendre des autres le superflu, on vous aime. Très bien. J'enchaîne sur là où vous avez terminé. Alors, comment rétablir aujourd'hui ces liens entre les jeunes et le savoir? C'est une excellente question. C'est-à-dire que moi, en tous les cas, quand je vous regarde vous, quand je regarde mes enfants, n'est-ce pas? Et quand je regarde mes cadets, il y a un sentiment puissant de bonheur. D'abord,
il faut dire une chose, c'est une belle civilisation. Les Sénégalais sont beaux. Angélique Diédiou, merci au passage pour cette belle création. La plupart des jeunes qui sont ici, c'est 1m80 allons en haut. Hein? Donc, c'est pas pour critiquer ceux qui sont petits de taille comme moi. Mais je veux dire par là que c'est quand même une belle jeunesse. Mais une jeunesse qui n'a plus de quoi faire. Et qui n'a plus de quoi prendre. Une jeunesse avec laquelle, n'est-ce pas, le moyen d'expression est biaisé. Il est même exclu. Il est détourné. Alors quand un jeune, à la force de l'âge, n'est-ce pas, lorsqu'il doit sortir ses ailes et qu'il doit battre au vent et qu'il n'y a pas de vent et qu'il bat comme un canard qui est mouillé, comment voulez-vous qu'une nation se fasse? Pas possible. C'est pas possible. La nation, c'est cela. Voilà. Et nous avons une redevance par rapport à ça. Et nous devons la tenir de sincérité, de parole, n'est-ce pas, d'action. Et c'est la raison pour laquelle, action, je suis passé de l'architecture au design et du design au cinéma. Pas par condescendance. Je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Ça n'existait pas, il fallait le faire. Et il fallait que les jeunes, après nous, prennent le relais. Et des jeunes après vous ont fait du journalisme, on peut le dire, hein? Ah bah oui. Avec votre fille qu'on vient de voir d'ailleurs oui. dans la bande-annonce du film, Sarah Cissé. Oui. Et vous êtes fiers de ça, de ce qu'elle accomplit, parce que c'est une grande journaliste aujourd'hui. Oui, non, c'est-à-dire que c'est un quatrième pouvoir. C'est un quatrième pouvoir, il est extrêmement important. Mais il est important avec de la culture. On ne fait rien sans culture. Pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir aller dans le sens de l'actualité, au cœur de l'actualité, plus on est cultivé et mieux on se va. Ça vous permet d'avoir une éthique, d'avoir une déontologie, de ne pas aller au-devant des choses, d'attendre, d'avoir cette belle notion wolof qui s'appelle day. Le journalisme, c'est quelque chose de grand et de beau. Quand il est fait naturellement, comme à l'instar des métiers, quand il est fait avec le savoir. Ouais. Non, certainement, oui. Alors, pour rebondir sur ça, nous allons enchaîner avec justement cette jeunesse dont on a parlé tout de suite, de cette culture qui malheureusement, comme on le sait, hein, on n'a pas beaucoup de plateaux où on parle d'art, de culture. Grand Art est là aussi pour pouvoir exceller dans ce sens. Et nous avons aussi comme invité Abdoulaye Armine Kane, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'occupe des malades mentaux à l'hôpital Fann. Qu'on regarde quand même le reportage qu'on a fait à l'hôpital Fann et aussi à l'hôpital principal. C'est très émouvant, je vous laisse suivre ça d'abord. Comment on devient psychologue au Sénégal? Alors, on devient psychologue en ayant fait des études de psychologie, mais malheureusement, nous n'avons pas encore de département ni de faculté de psychologie au Sénégal. Donc, c'est des études qu'il faut faire à l'extérieur, soit en France, soit aux États-Unis, soit en Suisse. Moi, j'ai fait mes études en Suisse. L'art-thérapie ici, dans ce service, est vraiment un outil très important pour nous. Ça fait d'ailleurs partie des soins parce que justement au départ c'était quelque chose qu'on avait mis en place un tout petit peu pour occuper les patients et finalement on s'est rendu compte qu'au-delà de l'occupationnel ça avait quelque chose de thérapeutique parce que justement dans l'atelier on est hors cadre, on est hors mur et les patients sont laissés libres à eux et ils peuvent exprimer peut-être des choses beaucoup plus facilement. Parce que dans un entretien conventionnel, ça peut être difficile de dire des choses avec les mots. Alors qu'avec l'art, ça peut venir beaucoup plus facilement. Art thérapie moom mooy tax ñun maladie fi nekk nii par exemple bu ñëwee tëjee ñu bëgg am moral xam nga ñëw dessiné fi def li ñu bëgg xam nga pour mën a am moral après ñu génn dem toog fi nga bëgg toog. Continuer de se donner quoi. Et ça aide vraiment les patients sous plusieurs angles déjà. La maladie mentale ici chez nous,
n'a pas vraiment une très bonne image. On pense qu'un malade mental, entre guillemets, c'est un fou qui est habillé de l'or, qui est agressif, qui va taper les gens, donc qui ne sert plus à rien dans la société, qui est parfois un poids pour la famille. Et quand ces patients qui traversent des difficultés momentanées viennent ici et qu'ils vont à l'atelier d'art, ils se prouvent à eux-mêmes déjà qu'ils appartiennent encore à une société, qu'ils sont capables de produire encore quelque chose. dañuy mel ni comme ay prisonniers bon dañuy yàkkamti sax félicité ñëw tijji ba ñu nekk si biir aar bi nekk foofu changer fréquence amaat ay yeneen gisoo image yi nii sa xel lu ma jox nga dessiné ko xam nga fàttali ne yow feebar nga yaa ngi si ay kii temps la boo xamante ne nii daal ñun temps bu ñu neex la parce que waaw dañuy fàtte loolu lu bëri ba pare waaw duñu yàkkamti sax bu félicité ñëwee pour ñu tëjaat aar bi parce que dañ lay naan loo xalaat rek dessiné doo xalaat des ne xam nga loolu dafa neex waaye léegi nag des fois nii sax nga xalaat des ne waaw yoo xamante ne nii sax da nga koy yóbbu sa kër wala da nga koy jox lenn cadeau kenn boo xamante ne nii xam nga waaw yow dina la seet si affaire yooyu. Effectivement, il y a des améliorations au niveau de certains patients. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que les patients qui fréquentent l'atelier d'art-thérapie ont meilleur profil par rapport à ceux qui ne le fréquentent pas. Et ça s'explique parce que quand ils sont entre les quatre murs de leur chambre et qu'ils arrivent ici, il y a une sorte d'oxygène qui respire parce que c'est une ambiance de fête, de détente, et ils s'y plaisent, ils s'amusent, il y a des liens qui se créent entre eux. Et ça leur permet justement d'oublier pour un temps leur maladie, leur bobo. Parce que la thérapie nous offre au moins l'opinion et le point de prendre le pinceau quand même et peindre. Parce que c'est très important. Le stress de ne pas sortir pour aller à la boutique. Le stress de ne pas parler avec les médecins. Le stress de ne pas prendre du thé à l'après-midi. Et après, le travail qu'on va faire avec eux, c'est de pouvoir arriver au terme en disant, ce bonhomme, c'était moi. Mais maintenant, je suis comme ça. Je suis différenciée. J'ai évolué. Ce bonhomme que j'avais dessiné, donc moi, maintenant, j'ai telle couleur. Et je pense que ça, Félicité vous en parle aussi, même dans l'utilisation des couleurs. On va voir des gens qui vont aller des couleurs qui sont beaucoup plus sombres et qui vont peut-être évoluer en allant dans des choses qui peuvent être beaucoup plus claires, même dans les formes. Donc il y a toutes ces évolutions-là et ça nous montre comment le patient s'approprie les choses et commence à retravailler son estime de soi, qui est d'abord quelque chose qui est le plus important. C'est la première bataille des patients. Donc l'art-thérapie et l'utilisation de l'expression artistique pour les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Et donc Abdoulaye est venu nous parler de ça puisqu'il est donc à l'hôpital Fann. Oui, je suis le secrétaire général de l'association Rescapa qui regroupe des anciens patients de l'hôpital, des personnes qui ont connu, qui ont un passé psychiatrique, mais aussi des artistes, des médecins, des psychologues et toutes les bonnes volontés qui sont prêts à venir apporter un plus pour le bien-être de cette couche sociale. D'accord. Alors, on est allé faire ce reportage donc, à l'hôpital principal il y a quelques jours. Et vous en pensez quoi, vu comment, est-ce que c'est un peu la même thérapie que vous utilisez aussi à l'hôpital Fann? Oui, en fait, je peux dire que les méthodes... Parce que j'ai cru voir que vous avez aussi de la musique, il y en a qui jouent de la musique, il n'y a pas que de la peinture en fait. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous, à l'hôpital Fann, par exemple, nous évitons juste de dire atelier d'art. On dit juste atelier d'expression parce que toutes les formes d'expression sont permises et ça leur permet à chacun de pouvoir s'exprimer d'une manière beaucoup plus libre, beaucoup plus spontanée. C'est vrai que peut-être qu'ils ne vont pas les mêmes techniques sur la conception des choses. À l'hôpital principal,
il me semble qu'il y a une certaine orientation du patient, alors que chez nous, c'est plutôt l'expression libre. Dès que vous entrez à l'atelier, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, et il n'y a aucun moment où nous venons pour intervenir dans le travail. Donc ça, c'est en tout cas très important pour nous sur la thérapie. Parlez-nous de cette tranche d'âge justement que vous recevez souvent comme malade. En fait, il y a beaucoup de jeunes, j'ai l'impression, parce que moi j'ai vu à l'hôpital principal, il y avait quand même pas mal de jeunes, et même à Fan, non? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes, et les pathologies varient, mais sont toujours presque les mêmes. C'est plutôt des problèmes plutôt sociaux, des problèmes de la drogue, et des gens qui ont la drogue surtout. Des gens qui ont connu la drogue, mais surtout des personnes qui ont connu aussi l'immigration. Donc ce sont toutes ces couches sociales qui se retrouvent à Fan et qui créent une certaine symbiose. En tout cas, nous, en tant que responsables de l'atelier, à chaque fois, nous apprenons des choses. Moi, je suis là-bas depuis 10 ans et je vous assure qu'à chaque jour que je suis là-bas, il y a des choses que je découvre comme si c'était la première fois que je viens. Parce qu'en fait, nous, le principe du travail, ce n'est pas de leur dire de faire des choses pour que nous nous apprécions. C'est vrai qu'il y a le côté esthétique qui est important dans le travail. Mais nous, le plus important, c'est le processus de travail. Parce que dès que le malade commence à dire que j'ai envie de faire quelque chose, c'est là où commence la thérapie. L'expression, oui. C'est là où commence la thérapie parce que quand on est malade, on n'a pas souvent envie de travailler. On est tellement en déphasage avec la réalité qu'on est dans son coin, on est désespéré. Mais dès que le malade commence à dire que j'ai envie de travailler, et là on sent qu'il est en train en tout cas de vouloir s'exprimer. Et ça c'est très important pour la thérapie parce que en dehors de l'écoute qui est important pour le malade, c'est surtout l'envie de s'exprimer. Parce qu'ils sont souvent en manque de confiance et ils se bloquent. Dès qu'ils commencent à vouloir parler, aller vers les gens, c'est là où commence la thérapie. Et nous insistons beaucoup sur cet aspect. Alors juste avant de donner la parole à Oumi Regina, Nicolas, je vous ai vu très ému de voir ça. Vous avez un peu côtoyé des gens qui ont fait de l'art-thérapie ou vous avez tout simplement, vous connaissez? Nous sommes victimes de la ville. De la ville? Oui. Nous sommes tous victimes de la ville. D'abord parce que c'est violent. C'est violent. Parce qu'une ville, c'est des érections. C'est des immeubles qui se lèvent. C'est des voitures qui passent. N'est-ce pas? Nous, comme les êtres immobiles qui nous entourent, les arbres, nous sommes victimes de cette violence. Et cette violence n'a aucune pitié. C'est-à-dire quand moi je regarde la jeunesse aujourd'hui par rapport à la mégapole qu'est Dakar, cette ville puissante, condescendante, qui a de la force et qui va à 200 à l'heure par rapport à notre petite vitesse, qui nous demande le maximum. Quelque part, nous sommes tous déséquilibrés. Mais dans ce déséquilibre, justement, heureusement qu'il y a des nids comme les vôtres, où on reçoit les êtres les plus sensibles. Parce que c'est ceux qui ne tiennent pas le coup qui finissent ainsi. Dans ces lieux où ils n'en peuvent plus. Parce qu'au fond, ce qui leur arrive, c'est pas de leur faute. C'est une société qui est là, une société qui a très peu d'indulgence, avec laquelle ils essaient de se battre. Et quelquefois, parmi nous, il y a des gens qui ont moins de force. Donc c'est la raison pour laquelle ce que vous faites, c'est bien. C'est bien. Et j'ai beaucoup apprécié le... Est-ce que vous, dans votre pratique artistique, vous vous soignez de quelque chose? Absolument. Absolument. La question est très intéressante. Je me soigne de l'aliénation. Je me soigne de l'aliénation. Parce que
il y a un système qui fait de nous des grégaires. C'est-à-dire, ils ont décidé que nous allons avoir des pantalons taille, comment vous appelez les pantalons des jeunes? Taille slim. Taille slim. Alors, nous aurons une saison de taille slim. S'ils décident au mois d'août que la couleur sera jaune, vous aurez toutes les casquettes jaunes. Parfaitement. S'ils décident que la ceinture est au-dessous de la taille, vous aurez la ceinture au-dessous de la taille. S'ils décident que vous mangez du Nescao au lieu de manger du bon mil, vous mangerez du Nescao. S'ils décident que les poulets sénégalais ne sont pas bons, personne n'achètera plus de poulets sénégalais. S'ils décident qu'au lieu d'aller à l'école, les belles écoles qui sont dans nos régions, que vous alliez à une école précise, où vous mettez tout l'or du monde dans cette école pour ne rien apprendre, vous ferez cela. Alors qui n'est pas libre, jeune homme, dans ce pays? Donc votre travail, c'est l'acte politique. Vous vous insurgez contre la société de consommation, contre... Chaque fois que toi... Bon, là, on sort carrément. on est sorti de l'art-thérapie. Chaque fois qu'on ouvre la porte de chez soi et qu'on sort dehors, on est dans l'acte politique. Chaque fois. Donc l'art-thérapie devrait être plus élargie du coup. Hein. Ça devrait être dans chaque coin de rue, il devrait y avoir des ateliers d'art-thérapie. Mais je pense que les politiques devraient peindre. Les politiques devraient slammer. Ça, ce serait là. Non. Non, vraiment. Parce que Obama joue de la musique. Celui qui l'a précédé, comment il s'appelle? Clinton, vous savez que c'était un trompettiste ou un saxophoniste. Ça fait tellement de bien d'avoir une activité qui soit... Non, c'est vrai, ça fait du bien. Ils se prennent trop au sérieux. C'est le sérieux de la cravate. Ils ont tous les mêmes cravates d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ont tous les mêmes cravates. C'est tous les mêmes individus. Ils n'ont aucun rapport avec l'art. Il n'y a pas de raffinement. C'est plus un peuple, c'est des... Je ne sais pas comment vous dire. C'est juste des automates qu'on lâche dans la rue. Au grand détriment de cette jeunesse. Parce qu'alors là, la jeunesse sénégalaise, c'est du magma. Elle bouge, cette jeunesse. Si on la suivait un peu, on serait déjà loin. Non, vraiment. Merci Nicolas, j'espère que les jeunes en tout cas auront compris ce message de ce grand monsieur Nicolas Sawalo Cissé. Et on revient avec Oumi Regina qui a certainement une question à poser à Abdoulaye. Il voulait intervenir. Oui. En fait, non, intervenir dans le sens où ce que M. Cissé dit était tellement pertinent, tellement vrai que moi j'en sais quelque chose. Vous savez, quand on parle d'éducation artistique, l'enseignement, l'éducation artistique, elle est importante dans une société. Parce que quand on est inculqué par ces valeurs, ça vous aide, même si demain vous n'êtes pas un artiste, ça vous aide demain à avoir des idées plus ou moins cohérentes. Ça vous donne un esprit de créativité. Même dans votre travail de médecin, même dans votre travail de journaliste, vous avez une formation artistique, ça vous donne des idées. C'est tellement important ce qu'il dit que peut-être cette jeunesse que nous connaissons aujourd'hui n'a pas eu cette chance. Nous qui avons fait l'école nationale des beaux-arts, nous avons peut-être cette chance d'avoir ce concept. Parce qu'on nous a appris comment contenir le beau, comment apprécier le beau et comment se l'approprier. Parce qu'en fait, nous qui travaillons dans ce domaine, nous avons un plus par rapport aux autres. Je ne le dis pas parce que c'est un plus quoi, mais juste parce que nous avons peut-être la sensibilité à notre fleur de peau. Donc nous sentons juste les choses beaucoup plus que les autres. Et ça c'est tellement important que quand M. Cissé dit cela, moi je me retrouve dans cette idée. Il suffit juste d'y aller d'ailleurs pour le voir. Moi j'ai passé une matinée avec eux et c'était extraordinaire. Régina, une question? Oui, vous êtes plasticien, vous avez été formé aux Beaux-Arts. Alors j'aimerais bien savoir, dans votre formation aux Beaux-Arts, est-ce qu'il y avait une partie qui s'intéressait à l'art-thérapie? Sinon, comment vous avez découvert ça au point d'aller servir à Fann? Oui, ça c'est très important comme question parce que moi je suis sorti du département environnement. J'ai fait l'architecture intérieure. J'ai travaillé avec des architectes. Je suis aussi sculpteur. J'ai fait aussi du cinéma d'animation. Mais l'art-thérapie, je l'ai pris en chemin.
En fait, moi je ne suis pas le responsable de la télé, mais je suis l'assistant du responsable. C'est Moucha Alassane Seck qui a eu à... Bon, lui, il est... Nous saluons d'ailleurs au passage Moucha Alassane Seck. Moucha Alassane Seck, par hasard, il était parti à Fan pour voir un parent interné. Et bizarrement, il a vu que sur les murs, il y avait des dessins. Et automatiquement, il les est venu à l'idée de vouloir donner une possibilité à ces personnes de pouvoir s'exprimer. Et c'est comme ça que l'idée lui est venue. Il a eu à faire la demande. En ce moment, il était au ministère de l'Éducation nationale parce qu'il était au centre verbotonal. Et puis, il a fait la demande au directeur, au chef de service qui était d'accord pour lui dire que, écoutez, si vous avez la possibilité de nous donner ces cours, ce serait le bienvenu. Et comme ça, il a commencé à faire des cours les mardis et les jeudis. Et en plus, il avait la possibilité de faire une formation à Sainte-Anne à Paris. Et dès son retour, il s'est complètement orienté vers maintenant ce métier. Il a fait une demande, il a été muté du ministère de l'Éducation vers le ministère de la Santé. Et quand il était là-bas, 2 ans après, il a fait appel à moi. Nous avons fait l'école ensemble, mais lui, il est sorti comme professeur d'éducation artistique. Moi, je suis sorti comme artiste indépendant. Et voilà, donc il a fait appel à moi. Il me dit, mais écoute, tu viens me donner un coup de main. Et moi aussi, dans le cadre de la responsabilité sociale individuelle, les artistes ont le droit effectivement de se donner un peu de plus. En tout cas, ça, ce sont mes idées. Et j'ai accepté naturellement. Et depuis 10 ans, je suis là-bas. Bénévolement, j'anime des ateliers les mardis et les jeudis après-midi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. N'aviez-vous pas quelques appréhensions à vous retrouver dans cet univers où il n'y avait que des malades? Non, mais au début, c'était vrai que c'était pas évident. Parce que j'avais des préjugés comme tout le monde. Mais aujourd'hui, je vous jure que j'ai beaucoup changé. Je suis beaucoup plus tolérant. Et puis, ils m'ont beaucoup appris. Parce qu'en fait, c'est un environnement qui est tellement complexe que vous y trouvez des ingénieurs, des anciens militaires, des professeurs. Toutes les couches sociales du Sénégal sont là-bas. Donc, c'est effectivement un milieu où on peut apprendre des choses. Donc moi, ce qui m'a plu, en tout cas dans cet espace, c'est que dans mon travail personnel, ça m'a aidé à avoir une certaine appréhension maintenant. Je ne vois pas les choses comme avant. Je les choses différemment. Et c'est normal parce que ce sont des personnes comme nous qui ont juste... Quelques difficultés. Quelques difficultés, oui, on peut dire comme ça. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont dans leur monde et quand vous discutez avec eux, je vous assure que vous avez des problèmes pour vous-même vous demander si est-ce qu'effectivement c'est un malade. Parfaitement. Parce que tellement ils sont cohérents ils sont dans le monde quoi. Parfaitement. Mais nous disions juste de les accompagner et puis voilà. Alors on me signale qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un message, juste un petit message en 1 minute pour à l'endroit de ces gens, si vous voulez est-ce que vous voulez les inviter à venir justement rendre visite à ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire en tout cas pour améliorer leur... Parce que moi je me suis rappelé qu'ils ont demandé à avoir quelques matériels. Nicolas d'ailleurs, je pense que ce sera intéressant pour vous de le savoir et de pouvoir les accompagner. Un petit message, un oui, dernier bien sûr, message. parce que bon, moi j'ai la chance de voyager, j'ai la chance d'avoir un groupe d'amis, j'ai la chance d'avoir un réseau qui me permet souvent d'avoir du matériel pour l'atelier. Parce que c'est le principal problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les anciens mollahs se sont regroupés pour créer l'association. Parce qu'avec les rigueurs de l'administration, on ne peut pas avoir des partenaires. Donc Rescapar est là pour avoir la possibilité d'avoir des partenaires qui sont prêts à leur venir en aide, que ce soit en matériel, que ce soit en logistique, tout quoi. Mais tout ce qui se trouve à l'atelier de Fan a été un don de Rescapar. C'est-à-dire que nous faisons partie de l'hôpital, mais nous avons créé une association qui donne effectivement des dons à l'atelier. Parce que nous n'avons pas les moyens. Très bien. Voilà. Nicolas, un dernier mot. Est-ce que Nicolas va reprendre le cinéma ou va continuer sa belle route d'architecture et de design? Qu'est-ce que Nicolas nous prévoit? D'abord, j'ai eu vraiment un après-midi insolite. Parce que je m'attendais à être dans une salle fermée, noire. Je suis sur une terrasse en patio avec le ciel, c'est extraordinaire. Ceci pour vous dire que j'étais vraiment très heureux d'être avec vous. Ah bah tout le plaisir est partagé. Très, très, très.
Et donc, un mot. Oui, un film en préparation, là, actuellement, toujours sur l'environnement qui doit se passer avec les pygmées, certainement en forêt équatoriale. Oui, j'espère. J'espère que ça va avoir lieu parce que ça nécessite énormément de moyens et puis de temps. Il décidera. Il décidera. Et donc, nous, en tout cas, on décide de vous voir dans 15 jours sur Africa 7 pour encore vous parler de grand art. Merci beaucoup à Oumoui Regina Sambou. Merci également à Aboubacar Demba Sissoko. Il tient à son Demba, comme il dit. Donc, merci également à Angélique Diédjou de la création qui m'a fait cette tenue magnifique. Et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines sur Africa 7 Grand Art.